Le vent hurle sur une étendue blanche infinie. La neige fouette l'air telle des fantômes portés par des rafales à vous glacer le souffle. Ce n'est pas seulement l'hiver. C'est le royaume où seuls les plus redoutables survivent. Ici, dans les recoins les plus impitoyables de notre planète, la mort rôde dans les forêts cristallines et la toundra gelée. Le paysage change et se transforme à chaque tempête. Les rivières gèlent. Les lacs se transforment en autoroutes de glace. Les montagnes disparaissent sous des couches de neige si épaisses qu'elles pourraient engloutir des bâtiments. C'est le terrain d'expérimentation de la Terre où seuls les prédateurs au sommet de la chaîne alimentaire peuvent prétendre à la domination. Bienvenue dans le domaine des prédateurs ultimes de l'hiver, où la survie exige non seulement de la force, mais aussi de l'intelligence, de l'adaptation et une volonté inébranlable de dominer le monde gelé. L'hiver efface toute prétention. Dans ce royaume de glace et de neige, les frontières territoriales deviennent des champs de bataille où seuls les plus forts survivent. L'abondance de l'été n'est plus qu'un souvenir. Chaque repas doit être obtenu, chaque territoire défendu bec et ongles. Les grands prédateurs ne se contentent pas de cohabiter dans cette nature sauvage et glacée. Ils rivalisent, s'affrontent, se livrent des guerres qui ébranlent les fondements même de l'écosystème arctique. Lorsque les titans se rencontrent, la Terre tremble sous leur fureur. Mais les confrontations les plus dramatiques de l'hiver surviennent lorsque les prédateurs sont contraints de chasser la même proie. Une famille d'ours polaires s'approche d'un trou d'air pour phoques et découvre un renard arctique déjà en position. Le renard, qui pèse à peine un dixième du poids de l'ours, maintient son terrain avec une intelligence rusée. Il sait que la patience de l'ours a des limites, et s'il parvient à survivre aux géants, le phoque devient une proie facile. Ces confrontations forgent la hiérarchie de la nature sauvage et glacée. Chaque bataille, chaque affrontement, chaque repli stratégique écrivent les lois qui régissent la survie dans le royaume le plus impitoyable de la Terre. Au-delà de l'immensité de la baie d'Hudson, une silhouette colossale émerge de la brume qui précède l'aube. L'ours polaire se dresse sur ses pattes arrière massives, mesurant près de 3 mètres de haut, scrutant le paysage marin gelé avec des yeux témoins de la naissance et de la mort d'innombrables saisons arctiques. Son souffle forme des nuages cristallins dans un air si froid qu'il brûle les poumons. C'est Ursus maritimus, le roi de l'Arctique, la réponse ultime de l'évolution à la vie dans l'environnement le plus hostile de la planète. L'ours polaire femelle pèse 360 kg, un appareil de prédation parfaitement adapté. Chaque aspect de son anatomie témoigne de millions d'années de perfectionnement dans le creuset de la survie en Arctique. Ses pattes, plus grandes que des assiettes, répartissent son immense poids sur la fine couche de glace qui craquerait sous le poids de créatures plus petites. La plante de ses pieds est couverte de petites bosses appelées papilles, qui lui assurent une adhérence sur une glace plus lisse que du verre. Elle se déplace sur le paysage gelé avec une grâce surprenante, sa silhouette imposante ondulant comme une vague blanche sur la neige. De loin, sa fourrure paraît d'un blanc immaculé, mais un examen plus attentif révèle des poils individuels creux et transparents, créant un système d'isolation si efficace que la chaleur de son corps est à peine perceptible à l'imagerie thermique. Sous ce pelage remarquable se cache une peau noire qui absorbe chaque précieux photon du soleil arctique. L'ours s'approche d'un trou d'air pour phoque, l'un des dizaines disséminés sur son territoire. Elle le suit de près depuis 3 jours, notant les signes subtils d'une utilisation régulière. Des griffures fraîches sur le bord, une odeur faible mais caractéristique de phoque, et surtout, l'emplacement stratégique du trou, le long d'une route naturelle pour phoques, entre les zones d'alimentation. Sa technique de chasse a été perfectionnée au fil d'innombrables générations. Elle se positionne sous le vent, allongée contre la glace,
dans une posture qu'elle pourrait maintenir des heures durant. Son corps massif ne fait qu'un avec le paysage, tel un glacier patient aux intentions prédatrices. Le seul mouvement provient de ses narines, légèrement dilatées à chaque respiration contrôlée. Le printemps marque la période la plus critique du cycle annuel de l'ours polaire. Après des mois de chasse hivernale, la femelle doit désormais protéger et éduquer ses oursons tout en naviguant dans le monde de plus en plus périlleux de la fonte des glaces. Deux petites silhouettes émergent de derrière la masse imposante de leur mère. Des oursons nés dans les profondeurs de l'obscurité hivernale, faisant leurs premiers pas hésitants dans ce monde qui les transformera en prédateurs suprêmes ou leur coûtera la vie. Les oursons pèsent à peine 10 kilos chacun, des boules de poils blancs qui semblent incroyablement vulnérables dans cet environnement hostile. Pourtant, leur corps compact recèle le code génétique de la domination arctique. Ils observent leur mère avec une concentration intense, mémorisant chaque mouvement, chaque pose, chaque décision qui sépare les chasseurs victorieux des innombrables ossements qui jonchent le sol arctique. Un jeune phoque fait surface près du trou d'aération, ses moustaches frémissant à l'affût d'un danger. Les muscles de l'ours polaire se contractent comme des ressorts. D'un mouvement explosif défiant sa taille imposante, il se précipite en avant, ses pattes massives fracassant la fine glace autour du trou. Le phoque tente de plonger, mais ses 400 kilos d'évolution prédatrice sont plus rapides. Ses puissantes mâchoires se referment avec une force capable d'écraser une boule de bowling. Les oursons se précipitent, les yeux écarquillés de fascination et de faim. La proie de leur mère représente plus qu'un simple repas, c'est un véritable apprentissage de la survie. Ils la regardent ouvrir le seau avec dextérité, consommant la graisse riche en graisse qui lui permettra de traverser les mois de vaches maigres à venir. Les oursons reçoivent des portions de choix, leur mère veillant à ce qu'ils prennent le poids nécessaire pour survivre à leur premier hiver arctique. L'été représente pour l'ours polaire son plus grand défi. Avec la hausse des températures et la fonte des glaces, ces plateformes de chasse disparaissent sous les eaux sombres de l'Arctique. L'ours doit alors compter sur ses réserves de graisse accumulées pendant la saison de chasse hivernale. Son métabolisme ralentit, l'entrant dans un état d'hibernation ambulante qui peut durer 4 mois ou plus. Durant cette période de jeûne, l'ours polaire femelle peut perdre jusqu'à 30% de son poids tout en continuant à allaiter et à protéger ses oursons. Elle les guide vers l'intérieur des terres, à la recherche des zones les plus fraîches où les derniers flocons de neige offrent un répit face aux températures exceptionnelles. Ses pattes massives, parfaitement adaptées aux déplacements sur la glace, se frayent désormais un chemin sur les rivages rocailleux et la toundra boueuse avec une agilité surprenante. Les oursons grandissent rapidement pendant les mois d'été, leur jeu servant d'entraînement au combat pour les batailles auxquelles ils seront confrontés une fois adultes. Ils luttent dans la neige, leur simulation de combat leur enseignant les techniques de lutte qui détermineront leur survie lors des conflits territoriaux. Leur mère les observe avec l'attention d'un instructeur militaire, intervenant parfois lorsque les jeux deviennent trop violents. L'automne marque le retour des glaces et la reprise de la chasse active. La famille d'ours polaires s'aventure à nouveau sur les étendues marines gelées, mais la glace se forme plus tard chaque année et se brise plus tôt. La femelle doit désormais chasser plus efficacement que jamais, enseignant à ses oursons des techniques avancées que les générations précédentes n'avaient jamais eu besoin de maîtriser. Alors que l'hiver reprend ses droits sur l'Arctique, l'ours polaire démontre pourquoi il demeure le maître incontesté des glaces. Debout sur une crête de pression gelée, se découpant sur les aurores boréales, il incarne la puissance brute et l'adaptation parfaite qui caractérise la prédation maximale dans l'environnement le plus extrême de la Terre. Pourtant, alors même qu'elle observe son royaume gelé, les changements dans les régimes des vents et la formation de la glace laissent entrevoir des défis qui mettront à l'épreuve tous les aspects de sa maîtrise de l'évolution. L'Arctique se transforme, et avec lui, les fondements même de la survie de l'ours polaire.
Tandis que l'ours polaire règne sur la banquise avec une autorité inégalée, plus profondément dans les étendues sauvages gelées, un autre prédateur au sommet de la chaîne alimentaire patrouille le territoire où la glace cède la place à la forêt. Dans la dense taïga sibérienne, où les températures chutent encore plus bas que dans les mers arctiques, des rayures oranges et noires se déplacent comme un feu ardent à travers les branches couvertes de neige, annonçant la présence du plus grand félin du monde. Au cœur des montagnes Psychotéalines, en Sibérie orientale, où les températures hivernales chutent jusqu'à -50 degrés, une ombre majestueuse se dessine à travers des forêts si reculées qu'elles n'apparaissent sur aucune carte touristique. Le tigre de l'Amour, aussi appelé tigre de Sibérie, est la réponse de l'évolution au défi d'être un grand félin dans le climat le plus impitoyable de la planète. Avec ses 270 kilos de pure perfection prédatrice, c'est la plus grande espèce de félin sur Terre, une créature si parfaitement adaptée aux conditions extrêmes qu'elle prospère là où d'autres grands félins périraient en quelques heures. Le tigre mâle s'arrête près d'un immense pin de Sibérie, dont la silhouette imposante éclipse des arbres centenaires. Son pelage, chef-d'œuvre d'ingénierie naturelle, affiche la coloration la plus saisissante du règne animal. La base orange flamboie comme une flamme sur la neige blanche, tandis que les rayures noires créent un motif si complexe et unique qu'il est unique chez tous les tigres. Mais ce n'est pas une simple décoration. Chaque poil de son pelage est plus long et plus dense que celui de ses cousins tropicaux, créant un système d'isolation qui lui permet de chasser confortablement à des températures qui tueraient la plupart des grands prédateurs. Son territoire s'étend sur plus de 640 km² de nature sauvage et immaculée, une superficie plus vaste que bien des villes. Chaque arbre, chaque crête, chaque ruisseau à l'intérieur de ses limites relève de sa domination absolue. Il patrouille ce vaste royaume avec le dévouement d'un commandant militaire, marquant son territoire de poteaux olfactifs qui servent à la fois d'avertissement et d'invitation. Ses pattes massives laissent dans la neige des traces de la taille d'une assiette, chacune munie de griffes rétractables capables de déchirer muscles et os avec une précision chirurgicale. Le tigre s'approche d'une piste de gibier où la neige a été perturbée par le passage d'une proie. Son énorme tête, presque 2 fois plus grosse que celle de n'importe quel autre félin, tourne lentement tandis qu'il analyse les molécules olfactives qui brossent un tableau détaillé de l'activité récente. Un sanglier est passé ici il y a 6 heures, une femelle enceinte et pleine de petits. Ses yeux jaunes, chacun de la taille d'une balle de golf, se fixent avec une intensité laser tandis qu'il entame la chasse qui définit son existence. Se déplaçant dans la forêt, le tigre fait preuve d'une capacité quasi surnaturelle à se déplacer silencieusement sur un terrain qui signalerait à des kilomètres la présence de prédateurs moins importants. Malgré son poids supérieur à celui de 5 humains adultes, il place chaque patte massive avec la précision d'un chirurgien, évitant les branches tombées et crissant la neige avec une conscience qui confine au mystique. Ses muscles, développés au fil des années à abattre des proies pesant des centaines de kilos de plus que lui, ondulent sous son magnifique pelage comme des câbles d'acier enroulés. La technique de chasse du tigre est le fruit de millions d'années d'évolution féline, perfectionnée jusqu'à la mort. Contrairement aux lions qui chassent en groupe ou aux léopards qui misent sur la furtivité aérienne, le tigre de l'Amour est un assassin solitaire dont le succès repose sur l'habileté individuelle et une puissance débordante. Il peut bondir horizontalement de 9 mètres, accélérer à 70 km/h dans la neige profonde et asséner une morsure mortelle avec une force capable d'écraser la colonne vertébrale d'un sanglier de 50 kg. En suivant la piste du sanglier, le tigre fait preuve d'une intelligence qui le distingue des autres prédateurs. Il reconnaît que sa proie se dirige vers un goulot d'étranglement naturel, là où le sentier forestier se rétrécit entre 2 énormes rochers. Plutôt que de le suivre directement, il tourne en rond à travers le sous-bois dense, se positionnant à l'endroit idéal pour l'embuscade. Ce n'est pas seulement de l'instinct, mais un comportement acquis, fruit d'innombrables chasses réussies. La sanglière enceinte s'approche du goulot d'étranglement, concentrée sur les possibilités de recherche de nourriture le long du sentier. Elle pèse 200 kilos et possède des défenses capables d'infliger des blessures mortelles, mais elle ignore la mort qui l'attend dans l'ombre.
Les muscles du tigre se contractent tandis qu'il se prépare à la charge explosive qui déterminera l'issue de cette rencontre. D'un mouvement fluide défiant sa taille imposante, le tigre surgit de sa cachette. Sa charge couvre 6 mètres en moins de 2 secondes, ses pattes massives frappant le sol avec une force telle qu'elle ferait trembler la neige des branches. Le sanglier tente de se retourner pour combattre, ses défenses fendant l'air, mais une prédation parfaitement coordonnée de 600 kilos est déjà sur lui. Les mâchoires du tigre s'agrippent au cou du sanglier avec une force de morsure dépassant 450 kg par pouce carré. Sa technique de mise à mort, perfectionnée au fil de millions d'années d'évolution, sectionne instantanément la moelle épinière. La lutte prend fin en quelques secondes, mais le tigre maintient son emprise pendant plusieurs minutes, s'assurant que sa proie ne représente plus aucune menace. Cette seule proie suffit au tigre pour survivre jusqu'à 10 jours. Mais dans le rude hiver sibérien, les chasses fructueuses sont entrecoupées de longues périodes de traque patiente et de risques calculés. Le tigre traîne sa proie jusqu'à un endroit isolé où il peut se nourrir sans interruption, sa force imposante lui permettant de déplacer la carcasse de 200 kg aussi facilement qu'un chat domestique porte une souris. Le printemps apporte de nouveaux défis à l'existence solitaire du tigre. La fonte des neiges révèle les victimes de l'hiver tout en réveillant les proies de leur torpeur de survie. Le tigre doit désormais chasser plus fréquemment, car son activité accrue lui fait brûler des calories à un rythme accéléré. Son territoire, cartographié et observé tout au long des mois d'hiver, est potentiellement menacé par les jeunes mâles qui cherchent à établir leur propre domaine. Durant la saison des amours printanières, le comportement du tigre subit des changements radicaux. Son caractère habituellement solitaire cède la place à une poursuite active des femelles dont le territoire chevauche le sien. Son rugissement profond et sonore s'entend à des kilomètres à travers la nature sauvage sibérienne, un son si puissant qu'il semble ébranler les fondations mêmes de la forêt ancestrale. La tigresse qu'il rencontre pèse 200 kilos et règne sur son territoire avec une autorité égale. Leur parade nuptiale est une délicate danse de pouvoir et de soumission, 2 prédateurs au sommet de la chaîne alimentaire testant leurs forces respectives tout en évaluant leur compatibilité génétique. Pendant 3 jours, ils chassent ensemble, leur présence combinée créant une force prédatrice si redoutable que toute autre faune abandonne complètement les lieux. L'été voit le tigre adapter ses stratégies de chasse au changement de son environnement. La dense canopée forestière offre désormais de nouvelles possibilités de dissimulation, tandis que l'activité accrue des proies multiplie les occasions de chasse. La remarquable adaptabilité du tigre lui permet de modifier les techniques perfectionnées pendant les mois d'hiver, démontrant ainsi la flexibilité comportementale qui a permis à son espèce de survivre dans l'un des environnements les plus difficiles de la planète. À l'approche de l'automne, le tigre entame les rituels de préparation qui détermineront sa survie hivernale. Il chasse plus fréquemment, accumulant les réserves de graisse nécessaires pour survivre aux mois de vaches maigres à venir. Son territoire doit être reconquis et défendu contre les adversaires qui se sont enhardis pendant l'abondance estivale. Debout sur une crête balayée par le vent, alors que les premières neiges commencent à tomber, le tigre de l'amour incarne la fusion parfaite de puissance, d'intelligence et d'adaptation. Son souffle forme des nuages cristallins dans l'air qui se rafraîchit rapidement, tandis que son magnifique pelage s'épaissit pour les mois rigoureux à venir. Dans ce royaume glacé où la survie exige rien de moins que la perfection, il règne en maître incontesté. Alors que le tigre solitaire domine son vaste royaume forestier grâce à ses prouesses individuelles, ailleurs dans les étendues sauvages de l'Arctique, le succès ne repose pas sur une domination solitaire, mais sur l'intelligence coordonnée de la meute. À travers l'infinie toundra, où même le puissant tigre peinerait à trouver des proies adéquates,
un autre prédateur au sommet de la chaîne alimentaire a développé une stratégie de survie arctique totalement différente. À travers la toundra balayée par les vents du nord du Canada, où le paysage s'étend à perte de vue tel un océan gelé, 40 paires d'yeux émergent du crépuscule. La meute de loups arctiques se matérialise sur le terrain enneigé avec la coordination silencieuse d'une unité militaire, chaque membre étant positionné avec une précision tactique témoignant de milliers d'années d'évolution coopérative. Ces loups ne sont pas seulement adaptés au froid. Ils sont la réponse ultime de l'évolution à la survie dans les régions les plus arides de la planète. Le mâle alpha se dresse au sommet de la meute, pesant 54 kilos, pure intelligence prédatrice, enveloppé dans un pelage si blanc qu'il semble absorber la lumière des aurores boréales dansant au-dessus de sa tête. Sa présence impose un respect absolu à tous les membres de la meute. Des loups bêta qui lui servent de lieutenants aux jeunes loups qui apprennent encore les dynamiques sociales complexes qui régissent la survie de la meute. Chaque loup de cette famille élargie connaît son rôle précis, sa position exacte dans une hiérarchie qui fait la différence entre la vie et la mort dans les étendues sauvages de l'Arctique. Le territoire de la meute s'étend sur plus de 2600 km² de toundra, une vaste étendue où les relations traditionnelles prédateur-proie se dégradent face aux conditions extrêmes. Ici, une chasse réussie ne requiert pas de prouesses individuelles, mais une intelligence collective, une coordination et des systèmes de communication si sophistiqués qu'ils rivalisent avec ceux des unités militaires humaines. Chaque loup est à la fois chasseur et proie, prédateur et protecteur, dans une structure sociale qui a permis à son espèce de prospérer dans des conditions qui défient tous les autres grands prédateurs. La femelle alpha s'approche de son compagnon, ses mouvements transmettant des informations par un langage corporel si complexe qu'il constitue un véritable système de communication. Sa posture indique qu'elle a détecté la piste olfactive d'un troupeau de bœufs musqués, information recueillie lors de sa patrouille matinale à la frontière est de la meute. La réponse du mâle alpha est immédiate et décisive. Son grognement sourd appelle les spécialistes de la meute, 8 loups dont la coordination déterminera si la meute se nourrira ce soir ou poursuivra sa quête désespérée de proie. La meute entame son approche du troupeau de bœufs musqués avec la précision d'une opération militaire. Les loups éclaireurs se déploient sur un front de 5 km, maintenant le contact visuel par des mouvements subtils, invisibles aux yeux non avertis. Leur pelage blanc offre un camouflage parfait dans le paysage enneigé, leur permettant d'approcher à portée de tir des proies dont la survie dépend de la détection des prédateurs à des kilomètres. Le troupeau de bœufs musqués est composé de 12 adultes et de 4 veaux. Ces animaux imposants, dont l'épais pelage et les cornes imposantes témoignent de millions d'années d'évolution axée sur la survie en Arctique, pèsent plus de 270 kg et possèdent la force de piétiner un loup d'un seul coup de pied. Leur formation défensive est instinctive et quasi imprenable. Les adultes forment un cercle protecteur, les jeunes étant abrités au centre, la tête cornue tournée vers l'extérieur face à toute menace potentielle. La stratégie de chasse des loups exploite la seule faiblesse de cette redoutable défense. Avec une coordination quasi télépathique, ils entament une manœuvre complexe destinée à paniquer le troupeau et à le forcer à rompre sa formation. 3 loups se positionnent directement devant le cercle de bœufs musqués, constituant une menace évidente qui focalise l'attention du troupeau. Pendant ce temps, les membres les plus rapides de la meute contournent la formation, se préparant au moment critique où la discipline défensive s'effondrera. Le mâle alpha lance l'attaque par une charge qui attire l'attention de tous les bœufs musqués du troupeau. Son approche semble suicidaire. Une attaque directe contre 12 paires de cornes mortelles, mais son but n'est pas d'engager le combat, mais de distraire. Alors que les plus grands bœufs musqués baissent la tête pour affronter sa charge, les loups derrière la formation frappent avec une précision fulgurante. Un jeune bœuf musqué, âgé d'à peine 8 mois et pesant 90 kilos, panique à l'apparition de loups de toutes parts. Sa mère tente de maintenir la formation défensive tout en protégeant sa progéniture, mais la coordination de la meute exploite ce moment de confusion. 4 loups convergent vers le petit séparé, tandis que le reste de la meute empêche les adultes d'organiser un sauvetage efficace. La chasse prend fin en quelques minutes, mais son succès est le fruit d'heures de coordination,
de stratégie et d'exécution tactique. La meute a récolté suffisamment de viande pour nourrir ses 20 membres pendant plusieurs jours, mais surtout, elle a démontré l'intelligence collective qui caractérise la survie du loup arctique. Il ne s'agit pas d'une simple chasse en groupe. C'est une guerre menée par une armée de prédateurs dont les compétences individuelles sont amplifiées par une coopération parfaite. La hiérarchie alimentaire qui suit une chasse réussie révèle la structure sociale sophistiquée qui régit la dynamique de la meute. Le couple alpha se nourrit en premier. Sa position acquise au fil des années de leadership est maintenue par une démonstration constante de force et d'intelligence supérieure. Les loups bêta se nourrissent ensuite, suivis des chasseurs de la meute, puis des jeunes loups et des adultes subordonnés. Mais il ne s'agit pas là d'une simple démonstration de domination. La position de chaque loup dans l'ordre alimentaire reflète sa contribution à la survie de la meute et son rôle lors des futures chasses. Le couple alpha doit maintenir une condition physique optimale pour mener la meute à travers le rude hiver arctique. Les loups bêta servent de chefs de réserve et de chasseurs spécialisés dont les compétences sont essentielles lors des chasses les plus difficiles. Même les membres les moins bien classés de la meute jouent un rôle crucial dans la défense du territoire et l'élevage des petits. Le printemps apporte des changements radicaux à la dynamique de la meute. La femelle alpha se prépare à donner naissance à la prochaine génération de loups arctiques. Le territoire de la meute devient à la fois nurserie et forteresse, chaque loup adulte contribuant à la protection et à l'éducation des petits, dont la survie représente la continuation de milliers d'années de succès évolutifs. L'emplacement de la tanière, soigneusement choisi à l'automne précédent, se trouve dans une dépression naturelle, à l'abri du vent et des menaces potentielles. La femelle alpha donne naissance à 6 petits, pesant chacun à peine 450 grammes, mais porteurs du patrimoine génétique de la suprématie arctique. Leur développement, de nouveau-nés sans défense à membres compétents de la meute, nécessitera l'effort coordonné de toute la famille. Les stratégies de chasse de la meute s'adaptent à ces nouvelles responsabilités. Les groupes de chasse deviennent plus petits et plus efficaces, certains loups restant sur le site de la tanière pour surveiller les louveteaux vulnérables. La sélection des proies se déplace vers des cibles plus petites et plus faciles à gérer, pouvant être traitées rapidement et ramenées à la tanière sans compromettre la sécurité de la meute. À mesure que l'été avance, les louveteaux commencent leur apprentissage de l'art complexe de la chasse en meute. Leur jeu de combat leur enseigne des techniques de combat essentielles, tandis que leurs interactions avec les loups adultes établissent les liens sociaux qui définiront leur rôle au sein de la hiérarchie de la meute. La personnalité et les aptitudes de chaque louveteau sont soigneusement évaluées par le couple alpha, qui déterminera en fin de compte sa future position au sein de la meute. Les jeunes loups accompagnent leur première chasse dès l'âge de 6 mois, agissant comme observateurs plutôt que comme participants. Ils observent avec une concentration intense les loups adultes faire preuve de coordination et de sens tactique qui distinguent les meutes victorieuses de celles qui périssent dans les étendues sauvages de l'Arctique. Ces premières leçons sur la dynamique de meute détermineront leur capacité de survie pour le reste de leur vie. L'automne marque la période la plus critique du cycle annuel de la meute. Les jeunes loups doivent prouver leur capacité à contribuer à la survie de la meute, tandis que les adultes doivent relever le défi de défendre leur territoire contre d'autres meutes dont les territoires sont peut-être devenus intenables. La cohésion de la meute, mise à l'épreuve tout au long des mois d'été, déterminera désormais si elle entrera en hiver uni ou fragmentée sous la pression. Lors du premier blizzard de l'hiver, la meute se déplace en parfaite formation à travers la toundra, tel un organisme unique, agissant grâce à l'intelligence collective. Le mâle alpha mène la meute, s'accompagne à ses côtés, tandis que le reste de la meute maintient un espacement précis qui maximise l'efficacité de la chasse tout en minimisant la dépense énergétique. Derrière eux, les jeunes loups font preuve d'une habileté et d'une coordination qui assureront la survie de la meute pour une génération.
Tandis que les loups démontrent la puissance de l'intelligence collective à travers la toundra, au cœur des forêts denses où la coordination en meute devient impossible, un autre prédateur a évolué pour prospérer grâce à sa ruse individuelle et à une férocité sans précédent. Dans des territoires trop denses pour la chasse en meute et trop difficiles pour les grands prédateurs, une machine à tuer compacte patrouille avec une réputation qui fait reculer même les puissants loups. Au cœur d'une forêt boréale canadienne, où les épinettes séculaires forment une canopée si dense que midi évoque le crépuscule, une créature se déplace dans les sous-bois avec la grâce fluide du mercure liquide. Le carcajou ne pèse que 25 kilos, ce qui le rend plus petit que la plupart des chiens, mais sa réputation le précède comme l'odeur de la mort elle-même. Il s'agit de Gulo Gulo, le glouton, le concentré le plus puissant de férocité et d'intelligence de l'évolution, un prédateur si redoutable que les loups fuient à son approche et que les ours abandonnent leur proie plutôt que d'affronter sa fureur légendaire. Le carcajou s'arrête près d'un tronc d'arbre, sa tête massive tournant lentement tandis qu'il scrute la forêt d'un regard qui ne manque de rien. Son corps, aux proportions presque oursines, avec des épaules et des avant-bras massifs qui semblent disproportionnés par rapport à sa silhouette compacte. Mais chaque aspect de l'anatomie de cette créature a pour unique objectif de survivre dans des conditions qui défient tous les autres prédateurs sur Terre. Sa fourrure, plus sombre que la nuit et plus luxueuse que le rêve de tout créateur de mode, ne gèle jamais, même dans les conditions les plus extrêmes, restant souple et isolante à des températures qui transforment les autres animaux en statues de glace. Les pattes du carcajou sont des merveilles d'ingénierie, chacune dotée de griffes semi-rétractiles plus longues et plus puissantes que celles d'animaux 3 fois plus gros. Ce ne sont pas de simples outils de chasse, mais des équipements d'escalade, des outils de fouille et des armes capables de déchirer la viande congelée, ce qui rendrait les outils de coupe industrielle impuissants. Ses larges pieds, semblables à des raquettes, répartissent son poids si efficacement qu'il peut courir sur des surfaces enneigées qui ne supporterait aucun autre prédateur de taille comparable. Suivant une piste olfactive évoquant une mort récente, le carcajou fait preuve de l'intelligence qui le distingue des autres mustélidés. La piste monte à travers une forêt dense, au son des loups qui se nourrissent. Mais au lieu d'éviter la meute, le carcajou s'approche avec une intention délibérée. Il a détecté l'odeur d'un orignal fraîchement tué et 25 kilos de fureur concentrée s'apprêtent à défier une meute entière pour s'emparer de la carcasse. Les loups, 8 adultes se nourrissant d'un orignal mâle de 450 kilos, détectent l'approche du carcajou alors qu'il est encore à une centaine de mètres. Leur langage corporel passe immédiatement d'une attitude de nourrissage détendue à une inquiétude alerte. Le chef de meute, un mâle de 50 kilos fort de nombreuses années d'expérience au combat, lève la tête et fixe du regard la menace qui approche. Son grognement sourd alerte la meute et l'invite à se préparer à l'affrontement. Mais son hésitation révèle le respect que même les prédateurs supérieurs portent à la férocité légendaire du carcajou. Le carcajou émerge de la lisière des arbres avec une démarche qui respire une confiance absolue. Son approche n'est ni agressive ni soumise, mais simplement déterminée. Le geste d'une créature qui n'a jamais reculé devant la moindre confrontation de toute son existence. Les loups se déploient en formation défensive autour de leur proie, mais leurs mouvements manquent de la coordination dont ils feraient preuve face à toute autre menace. Ils sont confrontés à un phénomène qui remet en question leur compréhension fondamentale de la hiérarchie des prédateurs. L'affrontement débute par la menace caractéristique du carcajou, un son mêlant grognement, rugissement et une sorte de sonorité qui semble provenir des profondeurs de l'enfer. La fourrure de la créature se dresse, doublant sa taille apparente, tandis que ses griffes massives se déploient complètement tandis qu'elle se dresse sur ses pattes arrière. Les loups répondent par leur propre vocalisation, mais la solidarité de la meute vacille tandis que chacun calcule le prix à payer pour affronter cette furie compacte. Le carcajou charge directement le plus grand loup, se déplaçant à une vitesse explosive qui trahit sa carrure trapue.
Son attaque n'est pas une agression aléatoire, mais une stratégie calculée, ciblant le chef de meute dont la retraite démoraliserait tout le groupe. Le loup tente de contrer la charge avec sa taille et sa portée supérieure, mais le centre de gravité bas du carcajou et sa force incroyable transforment la rencontre en un combat de lutte où la taille devient un désavantage. Roulant sous les mâchoires cinglantes du loup, le carcajou utilise des techniques de combat qui semblent défier les lois de la physique. Sa colonne vertébrale flexible lui permet de se tordre et de se retourner d'une manière que les plus grands prédateurs ne peuvent égaler, tandis que la force incroyable de ses mâchoires lui permet de mordre à travers l'épaisse fourrure hivernale et les muscles denses. La taille supérieure du loup ne peut compenser la férocité et l'intelligence supérieure du carcajou sur le champ de bataille. La meute bat en retraite, abandonnant sa proie à un prédateur 2 fois plus petit qu'elle. Ce n'est pas de la lâcheté, mais un calcul pragmatique. Un loup blessé en hiver est confronté à une mort quasi certaine, et aucun repas ne vaut un tel risque face à un adversaire dont la réputation d'infliger des blessures dévastatrices est légendaire dans toute la nature sauvage du Nord. Le carcajou réclame sa proie avec la satisfaction d'une créature qui n'a jamais connu la défaite. Sa technique d'alimentation témoigne d'un autre aspect de sa remarquable adaptation aux conditions extrêmes. Alors que d'autres prédateurs doivent consommer leur proie rapidement avant l'arrivée des charognards, le système digestif du carcajou est capable de traiter la viande congelée avec une telle efficacité qu'il peut conserver des portions de grosses carcasses pendant des semaines, créant ainsi un réseau de réserves alimentaires sur tout son territoire. Le territoire du carcajou s'étend sur plus de 500 km² de nature sauvage, si isolée que l'intrusion humaine y est quasiment impossible. Contrairement à d'autres prédateurs dont le territoire est délimité par des frontières géographiques, celui du carcajou est tridimensionnel, englobant non seulement les zones de chasse au niveau du sol, mais aussi tout l'écosystème vertical, depuis les tanières souterraines jusqu'aux caches à la cime des arbres où il stocke sa nourriture hors de portée des charognards concurrents. Son comportement de terrier révèle une intelligence qui confine au surnaturel. Le carcajou choisit l'emplacement de ses tanières avec la précision d'un ingénieur, choisissant des emplacements offrant une protection contre les intempéries, une dissimulation face aux ennemis et un accès stratégique à de multiples voies de fuite. Certaines tanières sont creusées dans un pergélisol si dur qu'il est invulnérable aux outils mécaniques. Pourtant, les griffes et la détermination du carcajou créent des complexes souterrains élaborés qui servent à la fois de nurserie et de forteresse. Le printemps marque la saison de reproduction du carcajou, période durant laquelle la férocité légendaire de la femelle atteint des sommets qui défient l'entendement. Pesant seulement 15 kilos, la femelle enceinte défend son territoire et ses petits contre toute menace, quelle que soit leur taille. Ces confrontations avec des prédateurs bien plus imposants durant cette période sont devenues l'objet de légendes animalières, des récits d'une créature si féroce qu'elle charge les grizzlies pour protéger leur tanière. Les petits carcajous, nés à la fin du printemps, comptent parmi les plus vulnérables de toutes les espèces de prédateurs. Pesant à peine 113 grammes chacun, ils dépendent entièrement de la capacité de leur mère à chasser, combattre et se défendre durant leurs premiers mois de vie. Pourtant, dans ces minuscules corps se cache le code génétique de la férocité qui définira leur vie d'adulte. La chasse de la femelle s'intensifie pendant la période d'allaitement, car elle doit nourrir ses petits pour leur croissance rapide, tout en conservant ses propres forces pour la défense de son territoire. Durant cette période, ses prises deviennent de plus en plus audacieuses, prenant des risques qui seraient suicidaires pour d'autres prédateurs. On l'a observé chassant des ours de leur proie, volant de la nourriture dans les caches des meutes de loups, et même tentant d'abattre des proies pesant plusieurs centaines de kilos de plus qu'elles. Le développement des petits suit une trajectoire qui semble condenser les schémas de croissance normaux des mammifères en un rythme accéléré. Dès l'âge de 3 mois, ils accompagnent leur mère lors des expéditions de chasse,
leur petite taille leur permettant de la suivre à travers les sous-bois denses et les terrains rocailleux inaccessibles aux grands prédateurs. Leur apprentissage des techniques de survie est à la fois intensif et brutal, sans aucune marge d'erreur dans un environnement qui tue sans pitié les personnes non préparées. L'été offre au carcajou ses meilleures opportunités de chasse, mais aussi ses plus grands défis liés au stress thermique. Contrairement à d'autres prédateurs arctiques dont l'épais pelage devient problématique par temps chaud, la fourrure du carcajou conserve ses propriétés isolantes sans provoquer de surchauffe, un autre exemple de sa parfaite adaptation aux variations extrêmes de température. La technique de chasse du carcajou durant les mois d'été témoigne d'une remarquable polyvalence. Il traque les spermophiles dans ses terriers, grimpe aux arbres pour piller les nids d'oiseaux et pêche même dans les ruisseaux avec une efficacité surprenante. Son intelligence lui permet d'adapter ses stratégies de chasse en fonction des proies disponibles, des conditions saisonnières et de la concurrence des autres prédateurs. L'automne marque le début de la période de recherche de nourriture la plus intense chez le carcajou, qui se prépare aux maigres mois d'hiver à venir. Sa capacité à localiser et à mémoriser des centaines de caches de nourriture sur de vastes territoires témoigne d'une intelligence spatiale comparable à celle d'animaux dotés d'un cerveau beaucoup plus grand. Ces caches, protégées par un marquage olfactif et un placement stratégique, constituent la base nutritionnelle nécessaire à la survie hivernale. Alors que l'hiver s'installe dans les contrées sauvages du Nord, le carcajou prouve que la survie ne dépend pas de la taille, mais de l'intelligence, de l'adaptabilité et d'une volonté indomptable de se battre pour chaque repas, chaque territoire, chaque souffle de vie. Dans un monde où les géants règnent par la force, ce prédateur compact a établi son territoire grâce à sa férocité pure et à son intelligence tactique. Alors que le carcajou domine par sa fureur et son intelligence individuelle, le retour de l'hiver fait surgir un prédateur dont la stratégie de survie combine les deux approches. Dans les profondeurs des tanières d'hibernation où les géants ont dormi pendant les mois de vaches maigres, des formes massives commencent à s'agiter. Le plus grand prédateur terrestre de la planète s'éveille, porteur de la puissance de l'ours polaire et de l'intelligence territoriale du carcajou, prêt à reprendre possession d'un paysage transformé par le passage de l'hiver. Au plus profond d'une grotte de montagne où règne l'obscurité hivernale depuis 5 mois, une forme massive s'agite dans les profondeurs de l'hibernation. La température corporelle du grizzly est restée juste au-dessus de 0, son rythme cardiaque a ralenti à 8 battements par minute, sa respiration est si superficielle que la neige s'est accumulée sans être dérangée à l'entrée de la tanière. Mais maintenant, alors que la lumière printanière pénètre la nature sauvage des montagnes, d'anciens rythmes biologiques déclenchent le réveil du plus redoutable prédateur d'Amérique du Nord. La femelle grizzly pèse 270 kg de puissance concentrée, bien qu'elle ait perdu près de 90 kg au cours de ses mois de jeûne. Sa silhouette imposante remplit entièrement la tanière, muscles et os enveloppés d'un manteau si épais qu'il semble absorber la lumière. À mesure qu'elle reprend conscience, ses premiers mouvements sont prudents et réfléchis. Ses muscles, restés immobiles pendant des mois, doivent être remis en état, et ses articulations, qui ont supporté son poids massif au cours d'innombrables combats, doivent être testées et évaluées. Son émergence hors de sa tanière est un spectacle qui métamorphose le flanc de la montagne. La neige s'abat en cascade depuis l'entrée, tandis que 270 kilos de fureur naissante s'enfoncent par une ouverture qui semblait incroyablement petite pour une créature aussi massive. Elle se dresse sur ses pattes arrière, mesurant près de 2,70 mètres de haut, scrutant le paysage transformé avec des yeux témoins de décennies de changements saisonniers. Son souffle forme des nuages cristallins dans l'air glacial de la montagne, tandis que son nez massif échantillonne les molécules olfactives qui brossent un tableau détaillé du passage de l'hiver. La priorité du grizzly est l'eau.
et il se dirige vers un ruisseau de montagne d'une démarche qui fait trembler la terre sous ses pattes massives. Chaque pas laisse des traces de la taille d'une assiette, enfoncée profondément dans la neige qui supporterait des créatures plus petites à sa surface. Ses griffes, plus longues que des doigts humains et plus résistantes que des outils en acier, lui assurent une bonne adhérence sur des surfaces où d'autres prédateurs peineraient à maintenir leur équilibre. Au bord du ruisseau, l'ours fait preuve d'une intelligence qui l'élève au-dessus de la simple prédation brutale. L'eau, vive et froide, est alimentée par la fonte des neiges des sommets gelés toute l'année. Elle teste la force du courant d'une patte massive avant de s'engager de tout son poids dans la traversée. Sa technique de pêche, endormie pendant des mois d'hibernation, retrouve sa mémoire musculaire, fruit de millions d'années de perfectionnement évolutif. La montaison des saumons n'a pas encore commencé, mais le ruisseau abrite des truites indigènes dont l'ours détecte les mouvements grâce aux vibrations transmises par l'eau à ses coussinets sensibles. Sa frappe, lorsqu'elle survient, est explosive. Sa patte massive s'écrase dans l'eau avec une force suffisante pour assommer un poisson à 1 mètre du point d'impact. Ses griffes, complètement déployées, attrapent une truite d'1 kilo avec une précision chirurgicale. Ce premier repas après l'hibernation est consommé avec une intensité qui témoigne de mois de jeûne. Chaque bouchée de la truite lui apporte les nutriments essentiels qui lui permettront de retrouver pleinement ses capacités de prédation. Son système digestif, longtemps en sommeil, se réactive avec une efficacité remarquable. Quelques heures après son premier repas, son métabolisme retrouve les niveaux nécessaires pour soutenir sa carrure imposante et son style de chasse agressif. Le territoire du grizzly s'étend sur plus de 127 km² de nature sauvage et intacte, des prairies alpines au-dessus de la limite des arbres aux forêts denses des vallées protégées. Chaque repère de ce domaine a une signification dans sa carte mentale, des zones d'alimentation saisonnière aux couloirs de déplacement stratégiques qui minimisent la dépense énergétique lors des déplacements longue distance. Son territoire a été gagné au fil d'années de combats avec d'autres ours et défendu par des démonstrations de force devenues légendaires parmi les chercheurs en faune sauvage. Le printemps marque la période la plus dangereuse du cycle annuel du grizzly. Les mâles en période de reproduction, dont beaucoup pèsent plus de 360 kg, se réveillent également de leur hibernation, les réserves de graisse épuisées et le caractère agressif. Les frontières territoriales, qui semblaient clairement établies avant l'hiver, doivent maintenant être renégociées au cours d'affrontements qui résonnent à des kilomètres à la ronde dans les montagnes sauvages. La femelle rencontre les marqueurs olfactifs d'un grand mâle dont le territoire chevauche le sien. Ses griffes sur un pin massif atteignent 3 mètres de haut, si profondément qu'elles pénètrent l'écorce jusqu'au cœur du bois. Sa réaction est immédiate et décisive. Elle se dresse sur ses pattes arrière et ajoute ses propres marques à l'arbre, ses griffes atteignant encore plus haut que celles du mâle. La confrontation, lorsqu'elle survient, est une collision de titans qui transforme le paysage environnant. Le mâle s'avance à travers la forêt avec une assurance née de sa taille et de sa force. Avec ses 395 kilos, il surpasse largement la femelle, mais son expérience et sa connaissance du territoire lui confèrent des avantages que sa masse ne peut compenser. Elle se positionne en hauteur, utilisant le terrain pour neutraliser son avantage de taille tout en s'assurant de multiples voies de fuite. Leur premier contact est une agression rituelle, une démonstration de puissance destinée à éviter le combat réel si possible. Les deux ours se dressent sur leurs pattes arrière, leurs pattes massives fendant l'air dans un simulacre de combat qui démontre leur allonge et leur force. Le son de leurs vocalises résonne à travers les montagnes, des rugissements qui semblent ébranler les fondations même des sommets millénaires. La retraite tactique de la femelle n'est pas une question de reddition, mais de stratégie. Elle éloigne le mâle de ses zones d'alimentation préférées vers un terrain qui favorise sa connaissance approfondie des conditions locales. Ces déplacements à travers la forêt dense témoignent d'une agilité qui semble impossible pour une créature aussi massive, contournant les obstacles et franchissant les ouvertures qui forcent le mâle à suivre son chemin. La poursuite s'achève sur une pente raide où les rochers instables offrent un terrain périlleux. La familiarité de la femelle avec ce terrain lui permet de naviguer en toute sécurité, tandis que le mâle, plus corpulent, lutte contre la surface instable.
Son positionnement stratégique l'oblige à approcher par en dessous, lui conférant l'avantage du terrain élevé, si précieux dans la guerre en montagne depuis des millénaires. Leur confrontation finale ne dure que quelques secondes, mais détermine les droits territoriaux pour toute la saison. La charge de la femelle sur la pente lui procure un élan qui compense sa petite taille, tandis que sa position supérieure lui permet de frapper l'épaule du mâle avec une force dévastatrice. Ses griffes, poussées par 270 kilos de fureur concentrée, ouvrent des blessures qui resteront des souvenirs impérissables de cette rencontre. La retraite du mâle est rapide et décisive. Un ours blessé est confronté à des défis que les individus en bonne santé ne rencontrent jamais, du risque d'infection à une capacité de chasse réduite. Son départ laisse à la femelle le contrôle incontesté d'un territoire de choix, mais l'énergie dépensée par la confrontation doit être rapidement compensée par une recherche de nourriture efficace. L'été offre au grizzly ses plus grandes possibilités de se nourrir. Son régime alimentaire s'élargit, allant du saumon des ruisseaux de frais aux baies des prairies de haute montagne. Son intelligence lui permet de suivre les sources de nourriture saisonnière sur son vaste territoire, synchronisant ses déplacements au moment où chaque ressource est disponible. La saison des baies met en évidence la remarquable adaptabilité du grizzly. Ses griffes massives, si efficaces au combat et à la pêche, se révèlent tout aussi efficaces pour la cueillette délicate des fruits. Il cueille les baies des buissons avec une douceur surprenante, sa grande bouche séparant les fruits comestibles des feuilles et des tiges avec une précision qui impressionnerait un robot culinaire professionnel. Sa technique de pêche atteint son apogée lors des migrations de saumon. Se positionnant aux endroits stratégiques où le cours d'eau se rétrécit ou crée des obstacles naturels, elle intercepte les poissons qui tentent d'atteindre leur frayère. Son taux de réussite dépasse les 80%, chaque saumon fournissant les réserves de graisse nécessaires à sa survie hivernale. L'automne marque la période d'alimentation la plus intense pour le grizzly, qui se prépare à une nouvelle hibernation. Son apport calorique quotidien durant cette période peut dépasser 15 000 calories, grâce à une quête continue qui occupe presque chaque heure de veille. Son poids augmente considérablement, car son corps transforme l'excès de nutriments en réserves de graisse qui lui permettront de survivre pendant des mois de jeûne. Le choix de l'emplacement de sa tanière d'hiver témoigne d'une intelligence qui confine à l'expertise d'ingénieur. Elle creuse sa tanière dans un endroit qui l'isole des températures extrêmes, la protège des avalanches, et la dissimule des menaces potentielles. La construction de la tanière, entièrement réalisée à l'aide de griffes et de forces, crée une chambre suffisamment grande pour accueillir sa massive carcasse tout en préservant son intégrité structurelle tout au long des mois d'hiver. Alors que les premières neiges abondantes commencent à tomber, le grizzly effectue ses derniers préparatifs pour l'hibernation. Ses dernières séances d'alimentation se concentrent sur les aliments les plus riches en matières grasses, reconstituant ainsi les réserves qui le maintiendront en vie pendant les mois où sa seule activité sera la lente respiration qui maintient ses fonctions vitales. Debout à l'entrée de sa tanière, tandis que l'hiver reprend ses droits sur les montagnes, le grizzly incarne la fusion ultime de la puissance et de l'intelligence dans la prédation nord-américaine. Sa silhouette massive se détachant sur le paysage enneigé incarne des millions d'années de perfectionnement évolutif, une créature si parfaitement adaptée aux conditions extrêmes qu'elle prospère là où d'autres prédateurs survivent à peine. Alors que le grizzly se prépare à son sommeil hivernal, le cycle de la prédation arctique se poursuit dans des paysages où l'hibernation est impossible. Les mois les plus rudes sont encore à venir, et dans les recoins les plus reculés de la nature sauvage et glacée, l'épreuve ultime de l'évolution prédatrice est sur le point de commencer. Là où même le puissant grizzly cherche refuge contre la fureur de l'hiver, d'autres prédateurs de pointe doivent affronter toute l'intensité de la saison avec pour seule protection leur perfection évolutive.
L'hiver arctique atteint son intensité la plus brutale, avec des températures plongeant jusqu'à 60 degrés sous zéro et la disparition totale du soleil du ciel polaire. C'est la saison qui sépare les véritables prédateurs d'élite de ceux qui survivent simplement grâce à des conditions favorables. Dans ce royaume d'obscurité perpétuelle et de froid glacial, ces prédateurs au sommet de la chaîne alimentaire sont confrontés à l'épreuve ultime de leur maîtrise évolutive. La famille d'ours polaires émerge de son abri temporaire, tandis que la banquise crée de nouvelles opportunités de chasse. La mère ours a perdu beaucoup de poids pendant la période de mise bas, mais ces oursons sont devenus d'habiles chasseurs sous sa tutelle incessante. Ils se déplacent sur le paysage marin gelé tels des ombres blanches, leurs mouvements synchronisés par des mois de survie commune. Les aurores boréales dansent au-dessus de leur tête, peignant leurs silhouettes blanches de flammes vertes et bleues. Au cœur de la forêt sibérienne, le tigre de l'amour patrouille un territoire transformé par la violence artistique de l'hiver. La neige alourdit les branches de pin jusqu'à ce qu'elles se courbent vers le sol, créant une cathédrale de silence blanc, seulement brisée par les pattes massives du tigre qui enfonce la poudre qui lui atteint la poitrine. Son pelage orange et noir brûle comme une flamme sur le paysage monochrome, un feu vivant qui sème la mort dans ce monde gelé. La meute de loups arctiques se déplace dans la toundra en formation parfaite, 40 individus fonctionnant comme un seul organisme prédateur. Leur coordination a atteint des niveaux qui semblent télépathiques, chaque loup anticipant les mouvements de ses compagnons de meute grâce à des systèmes de communication si subtils qu'ils restent invisibles à l'observation humaine. Le territoire de la meute est devenu un champ de bataille où la survie dépend de l'ingéniosité tactique et d'une unité absolue. Dans la dense forêt boréale, le carcajou poursuit sa patrouille incessante à la recherche de sources de nourriture cachées, disséminées sur des centaines de kilomètres carrés. La créature se déplace dans une neige si épaisse qu'elle piégerait de plus gros prédateurs. Ses larges pattes et sa détermination inépuisable le portent sur des terrains où d'autres animaux craignent de s'aventurer. Sa réputation le précède comme l'odeur de la mort elle-même, débarrassant la nature sauvage des charognards concurrents. Le grizzly dort dans sa tanière de montagne, son corps massif nourri par les réserves de graisse accumulées au cours de mois d'alimentation intensive. Son hibernation n'est pas une simple dormance, mais un état soigneusement régulé qui maintient ses fonctions vitales tout en conservant son énergie pour les combats qui l'attendent au printemps. Même endormi, il reste le maître incontesté de son domaine. Ses prédateurs, chacun représentant des millions d'années de perfectionnement évolutif, adoptent des stratégies différentes pour atteindre le même objectif, la domination absolue dans l'environnement le plus hostile de la Terre. Leur succès ou leur échec durant ces rudes mois d'hiver déterminera non seulement la survie individuelle, mais aussi la pérennité de lignées génétiques remontant à l'aube de l'évolution prédatrice. La convergence de leur territoire crée des zones où les prédateurs supérieurs doivent s'affronter dans des batailles qui ébranlent les fondements de l'écologie arctique. Lorsque ces géants s'affrontent dans des conditions hivernales, leurs conséquences déterminent la hiérarchie prédatrice d'écosystèmes entiers. Il ne s'agit pas de simples conflits territoriaux, mais d'une guerre évolutive où seuls les plus parfaitement adaptés peuvent revendiquer la victoire. Une ours polaire rencontre les traces d'une meute de loups arctiques le long d'une crête de pression où la banquise s'est affaissée sous l'effet de forces considérables. L'analyse de la piste révèle la taille de la meute, sa direction et le moment approximatif de son passage. Sa décision de suivre les loups est un risque calculé, troquant une confrontation potentielle contre l'accès aux proies de la meute qui pourrait subvenir aux besoins de sa famille pendant les mois les plus sombres. La meute de loups détecte l'approche de l'ours alors qu'elle est encore à 3 km de distance, leur sens collectif créant un réseau de détection rivalisant avec les systèmes de surveillance militaire. La réaction de la meute témoigne de l'intelligence tactique qui a permis à leur espèce de prospérer face à des prédateurs bien plus imposants. Ils ne fuient pas, mais adaptent leur stratégie de chasse pour tenir compte de la présence de l'ours. Pendant ce temps, le tigre de l'amour rencontre des signes de carcajou le long de sa frontière territoriale, des marques de griffes et des poteaux olfactifs annonçant la présence d'un concurrent dont la réputation impose le respect même aux plus grands félins du monde. Sa réaction révèle l'intelligence qui distingue les prédateurs supérieurs des simples chasseurs. Il ajuste ses itinéraires de patrouille pour minimiser les confrontations tout en préservant l'intégrité territoriale. Le carcajou, suivant des pistes olfactives promettant des charognes, s'approche des limites du territoire de la meute avec l'audace qui le caractérise.
Sa petite taille constitue un avantage sur les terrains où les prédateurs plus grands peinent à se cacher et à se réfugier dans la neige épaisse. La confrontation à venir permettra de tester si la férocité peut l'emporter sur l'intelligence coordonnée dans des conditions où les deux stratégies sont soumises à un stress maximal. Alors que l'hiver atteint son paroxysme, ces rencontres se multiplient dans les étendues sauvages de l'Arctique. Chaque confrontation, chaque décision stratégique, chaque démonstration d'habileté prédatrice contribue à l'écologie complexe qui régit la survie dans l'environnement le plus extrême de la Terre. L'issue de ces interactions déterminera quelles lignées génétiques perdureront et lesquelles disparaîtront dans l'histoire de l'évolution. Les ours polaires établissent leur domination par la simple démonstration de leur taille et de leur puissance écrasante. Lorsqu'ils s'approchent de zones où d'autres prédateurs ont tué des proies, leur seule présence suffit à les faire s'approprier l'espèce. La famille d'ours se nourrit tandis que loups et carcajous attendent à distance respectueuse, peu disposés à défier l'autorité combinée de 900 kg d'ours polaires. Les loups arctiques contre la supériorité individuelle grâce à une coordination tactique qui transforme la faiblesse en force. Face à des prédateurs plus imposants, la meute emploie des stratégies exploitant leur supériorité numérique et leur capacité de communication. Leurs combats ne sont pas des épreuves de force individuelle, mais des démonstrations d'intelligence collective appliquées à la guerre de prédation. Le tigre de l'Amour maintient sa domination grâce à son intelligence stratégique et à sa parfaite adaptation aux conditions forestières. Ses rencontres avec d'autres prédateurs de haut niveau sont rares, mais lorsqu'elles se produisent, sa taille, sa force et son talent tactique, alliés à son talent individuel, écrasent ses adversaires. Dans le monde forestier, il reste invaincu et incontesté. Le carcajou persiste grâce à sa férocité pure et à sa guerre psychologique qui transcende les limites physiques. Sa réputation d'infliger des blessures dévastatrices au combat crée une zone de peur autour de chaque rencontre avec lui. Les prédateurs de plus grande taille calculent le coût de la confrontation et décident souvent qu'aucun repas ne vaut le risque d'une telle fureur. La dormance hivernale du grizzly représente l'expression ultime de la conservation de l'énergie, lui permettant de survivre à des mois de pénurie alimentaire qui tueraient les prédateurs actifs. Sa stratégie sacrifie les possibilités de chasse hivernale pour garantir sa survie au printemps, un compromis calculé qui a fait ses preuves au fil de millions d'années d'expérimentation évolutive. Alors que l'hiver arctique poursuit son assaut incessant sur toute vie, ces prédateurs au sommet de la chaîne alimentaire démontrent la remarquable diversité des solutions que l'évolution a développées pour relever ce même défi fondamental. Leur succès durant ces mois de test ultime valide des millions d'années de sélection naturelle et prouve que de multiples voies peuvent conduire à la prédation dominante. La convergence de leurs stratégies crée un équilibre écosystémique si complexe et dynamique qu'il défie toute analyse simple. Le succès de chaque prédateur influence celui des autres, créant des boucles de rétroaction qui se répercutent sur l'ensemble du réseau trophique arctique. La dominance de l'ours polaire influence les habitudes de chasse des meutes de loups, ce qui influence les possibilités de chasse des carcajous, ce qui a un impact sur le comportement territorial du tigre et donc sur les ressources disponibles au réveil du grizzly. La fin de l'hiver marque l'épreuve finale. Les conditions changeantes imposent de nouvelles adaptations et des ajustements stratégiques. Les prédateurs ayant survécu à la brutalité de la saison apparaissent comme l'élite confirmée, leur lignée génétique validée par les examens les plus rigoureux. Ce sont des chefs d'œuvre de l'évolution, des créatures si parfaitement adaptées aux conditions extrêmes qu'elles non seulement survivent, mais dominent la nature sauvage et glacée. Les prédateurs au sommet de la chaîne alimentaire étudiés dans ce documentaire représentent des millions d'années de perfection évolutive, mais ils sont aujourd'hui confrontés à des défis qu'aucune adaptation naturelle ne peut surmonter.
L'activité humaine a profondément modifié l'écosystème arctique, menaçant la survie même de ces magnifiques créatures. Le changement climatique constitue la menace la plus importante pour les populations d'ours polaires, la banquise disparaissant à un rythme sans précédent. Les plateformes de chasse des ours fondent littéralement sous leurs pieds, ce qui allonge les périodes de jeûne et réduit le succès reproducteur. Les projections actuelles suggèrent que les 2/3 des populations d'ours polaires pourraient disparaître d'ici 50 ans si la tendance actuelle au réchauffement se poursuit. Malgré les efforts de conservation, le tigre de l'Amour reste en danger critique d'extinction. Moins de 500 individus survivent dans des habitats forestiers fragmentés. L'exploitation forestière, l'exploitation minière et l'empiètement humain continuent de réduire son territoire, tandis que le braconnage pour les marchés de la médecine traditionnelle menace chaque individu survivant. L'espèce est au bord de l'extinction. Les populations de loups arctiques sont confrontées à la fragmentation de leur habitat et à l'épuisement de leurs proies à mesure que le développement industriel pénètre leur territoire reculé. Le changement climatique modifie les schémas migratoires des proies, tandis que la pollution introduit des toxines qui s'accumulent chez les prédateurs supérieurs par bioamplification. La structure de meute qui a permis leur succès évolutif devient un handicap lorsque les activités humaines fragmentent leur territoire de chasse. Les carcajous, déjà rares en raison de leurs besoins spécifiques en matière d'habitat, souffrent des effets du changement climatique qui réduisent l'épaisseur de neige nécessaire à la reproduction. Leurs populations ont considérablement diminué dans toute leur ère de répartition historique, de nombreuses régions signalant des extinctions locales complètes. Les grizzlies sont confrontés à la perte de leur habitat, aux conflits entre l'homme et la faune sauvage et à la perturbation de leurs sources de nourriture par le climat. La saison des baies change, la migration des saumons devient imprévisible et le développement humain bloque leurs couloirs de déplacement traditionnels. Malgré leur force individuelle, ils ne peuvent s'adapter assez vite pour contrer les changements environnementaux rapides. L'ironie est flagrante. Des prédateurs ayant survécu aux périodes glaciaires, aux hivers volcaniques et à d'innombrables catastrophes naturelles sont aujourd'hui menacés d'extinction par les activités d'une espèce qu'ils auraient pu aisément dominer en combat singulier. L'impact humain se manifeste à des échelles et à des échelles temporelles qui dépassent la capacité d'adaptation des prédateurs, même les plus performants sur le plan évolutif. Cependant, les efforts de conservation démontrent que l'intelligence humaine, bien utilisée, peut également contribuer à la préservation des prédateurs. Les aires protégées, les corridors fauniques et la coopération internationale laissent espérer que ces magnifiques créatures pourraient survivre à l'impact de l'humanité sur leur planète. Alors, que pensez-vous de ces prédateurs? Parmi ceux dont nous avons parlé, lequel s'adapte le mieux au froid, selon vous, et lequel est votre préféré? Dites-le nous dans les commentaires ci-dessous, et n'oubliez pas de vous abonner pour découvrir d'autres histoires sauvages du monde animal.